Salut tout le monde, me revoici pour vous parler de mes dernières lectures et je me rends compte qu'il y en a pas mal donc je vais essayer de ne pas faire trop long. Donc alors, ça faisait un bon moment que j'avais pas fait un point lecture donc alors encore une fois il y a des livres, les livres dont je vous parlais la dernière fois que j'avais laissé à Paris, je les ai toujours pas donc je vais pas vous les présenter, tant pis. J'ai donné mon avis dessus sur Livre Addict de toute façon si vous me suivez sur ce site là. Et puis on va reprendre à partir des livres que j'ai ici avec moi, ce sera plus simple. Donc je commence par un abandon pour commencer bien commencer la vidéo. Donc j'ai abandonné le livre Mon traître d'un auteur dont je ne sais pas prononcer le nom correctement. Donc c'était un livre qui n'était pas du tout sur ma wishlist mais que j'avais eu gratuitement dans une opération de Pocket acheté, un Pocket offert. Je l'avais pris un petit peu au hasard, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, j'avais jamais entendu parler de l'auteur ni quoi que ce soit. Et, euh, et bon, je l'avais pris par curiosité et puis ça n'a pas fonctionné, voilà. Donc en fait ça se passe, je ne sais même plus à quelle période ça se passe. Bon, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est à l'époque où il y avait le conflit, un conflit en Irlande entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, je crois, ou une histoire comme ça. Bon, c'est une période de l'histoire que je connais vraiment pas du tout, c'est pour ça que je me rappelle pas bien. Mais donc en gros, on va suivre le personnage du narrateur qui lui est un Français qui a décidé enfin, pas de partir vivre en Irlande, mais qui s'y rend très très régulièrement et qui s'est engagé totalement à fond pour la cause des rebelles irlandais en fait. Et en gros, il va nous raconter donc à la première personne la façon dont il s'est lié avec certains habitants d'un quartier de l'Irlande du Nord. J'espère que je dis pas de bêtises et que c'est bien l'Irlande du Nord et pas du Sud. Il me semble que c'est le Nord, mais bon, bref. Donc voilà, comment il s'est lié avec eux, comment il s'est engagé à leur côté dans ce combat, etc. Alors je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que en fait je l'ai abandonné très très tôt. Je l'ai abandonné en fait au moment où il venait de rencontrer, enfin un petit peu après qu'il vient de rencontrer un Irlandais dont il va devenir très très proche et qui finalement va s'avérer être un traître. Donc c'est pour ça que le livre s'appelle Mon traître. Et en fait l'histoire tourne beaucoup autour de la relation entre ces deux personnages là, mais j'en sais pas beaucoup plus. Je ne sais pas finalement pourquoi l'autre personnage a trahi puisque je me suis arrêtée avant. Alors pourquoi je me suis arrêtée En fait, il y a eu deux choses. La première, c'est que l'histoire ne m'a pas du tout intéressée, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je suis pas spécialement. C'est pas le fait que je connaissais pas cette période de l'histoire ou quoi, parce que je peux m'intéresser à des romans historiques qui parlent de choses que je connais pas, même en général ça me plaît plutôt bien. Mais là, en fait, j'ai pas trouvé de. Je sais pas, j'ai pas été intéressée par cette cause en fait. Je pense que je la comprenais pas bien. Et puis en fait, surtout, le deuxième truc qui m'a vraiment gênée, c'est que j'ai pas aimé le narrateur en fait. Je ne comprenais pas bien sa psychologie. Des fois, il prenait des décisions où je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et puis, en fait, par exemple, le moment où j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? C'est que en fait, il décide de s'engager aux côtés des Irlandais parce que un jour, pendant qu'il était à Paris, donc il était luthier, je crois, il réparait les violons. Donc un de ses clients est venu et il avait dans son étui de violon la photo d'un rebelle irlandais mort au combat quelques années plus tôt. Et le simple fait d'avoir vu cette photo, le gars il s'est dit tiens je vais aller en Irlande et je vais m'engager à fond pour leur cause. Alors qu'il y connaissait rien, il connaissait personne en Irlande, il savait même pas pourquoi il y avait vraiment un conflit. Et il y est parti comme ça, genre allez ça va être la cause de ma vie. Alors que voilà, ça sortait de nulle part, mais vraiment de nulle part. Et moi j'y ai pas cru en fait. Je me suis dit non mais attends, on s'engage pas comme ça dans une cause dans un pays étranger alors qu'on connaît strictement rien à la situation et qu'on connaît personne là-bas. Enfin ça m'a semblé complètement idiot, hein, on va le dire. Voilà, j'ai trouvé ça complètement idiot. Et du coup à partir de ce moment-là, je pouvais pas m'attacher à ce narrateur, je comprenais pas comment il réfléchissait, je trouvais que ses décisions étaient un peu stupides, enfin bon. Et puis il avait tendance à être un peu se victimiser aussi, enfin il avait une attitude qui me plaisait pas beaucoup, bref. Donc ces deux éléments-là, le fait que j'ai pas été très intéressée par l'histoire ni par ce qui se passait, et le fait que j'ai vraiment
pas du tout compris la pensée du narrateur ou sa psychologie, bah, ça a fait que je ne trouvais vraiment aucun intérêt à cette lecture et donc bah, je l'ai arrêtée très rapidement. Voilà. Après c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est un super roman, mais alors moi je suis complètement passée à côté quoi. Bref. Après ça j'ai lu donc les livres que j'avais achetés, que je vous ai présentés dans mon dernier book haul, pas tous mais j'ai commencé. Et j'ai commencé avec le 4e tome de Zombillenium de Arthur Depin. Donc sur Livre Addict, après l'avoir lu, j'ai vu que les commentaires étaient assez mitigés et j'aurais tendance à un petit peu les rejoindre dans le sens où c'est une lecture que j'ai bien aimée, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un petit peu plus, sachant que alors je me rappelle que j'avais beaucoup aimé les trois premiers tomes, mais comme ils sont sortis il y a longtemps, je me rappelais plus très très bien de l'histoire. Mais il me semble quand même qu'il y avait un peu plus d'action et finalement pas forcément plus d'action mais plus de matière en fait par rapport à ce tome là où il y avait un commentaire sur Livre Addict qui était assez juste, qui disait que c'était plus un tome introductif pour une nouvelle phase de la série. Et effectivement c'est un peu l'impression que ça donne, on a l'impression que c'est une introduction à quelque chose qui va arriver mais qui n'a pas encore vraiment commencé. Donc on a ce nouveau personnage qu'on voit sur la couverture qui est introduit, j'arrête pas de dire introduction et introduit. Voilà, mais on ne sait pas encore vraiment qui c'est. Et puis bah, il se passe un certain nombre de choses, je peux pas vous en dire trop parce que j'ai pas envie de spoiler sans faire exprès. Mais finalement on voit pas trop où est-ce que l'auteur veut en venir encore, on sait pas trop pourquoi ces choses-là se passent, quelle va être la finalité. Et donc c'est vrai que on peut... Enfin moi comme plusieurs autres lecteurs je suis un petit peu restée sur ma faim puisque voilà c'était sympathique à lire, j'aime toujours beaucoup les dessins, je vous montre un petit exemple. Donc c'est des dessins très comment dire, on voit que ça a été fait à l'ordinateur quoi, ça fait un peu image de synthèse. Donc moi personnellement je les trouve pas mal, j'accroche assez bien. Et donc du coup je sais plus ce que je disais. Oui, bon, bref, c'était sympa à lire, mais c'est vrai qu'on aurait pu en attendre un petit peu plus, sachant qu'il est sorti très tard après les trois premiers et que finalement, toutes ces attentes a donné un tome qui est un petit peu banal, en fait, j'ai envie de dire. Mais j'espère que le tome 5 va mieux expliciter ce qui a commencé à se passer dans ce tome 4 et que la série va repartir de plus belle, on va dire. Alors ensuite, j'ai lu donc un roman que j'avais acheté le même jour. Il s'agit de L'obscure clarté de l'air de David Van. Donc je vous avais expliqué que je ne le connaissais pas du tout, que je l'avais acheté surtout à cause de cette très belle couverture et du fait que ça parlait du personnage de Médée. Et je vous avais dit aussi que de David Van, j'avais déjà lu un roman qui m'avait moyennement plu et qu'en fait je donnais un peu une seconde chance à cet auteur sans être forcément très sûre de moi. Et j'ai bien fait parce que ce livre a été un coup de cœur, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est une lecture qui est un petit peu difficile dans le sens où le style est très très particulier. C'est un style qui est hyper métaphysique, c'est-à-dire qu'il y a il y a des effets, il y a des métaphores, il y a des grands passages d'introspection hyper poétiques, mais vraiment poétiques dans le sens difficile à lire en fait. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un livre qui m'a demandé pas mal de temps en fait. Il est relativement court en termes de nombre de pages, mais ça me demandait beaucoup de concentration à la lecture de certains passages parce que le style était tellement... je sais pas comment dire ça, tellement riche, tellement dense et pas compliqué, mais tellement métaphysique en fait, voilà, que ça me demandait vraiment de la concentration en fait pour le lire. Et d'ailleurs, heureusement que je l'ai lu en français parce que je pense qu'en anglais, j'aurais vraiment galéré si j'avais décidé de tenter l'expérience. Et donc, pour vous parler un peu d'histoire. Donc, ça reprend le mythe du personnage de Médée, donc de la mythologie grecque, qui, en gros, pour résumer très vite, dans la version la plus connue, tombe amoureuse du héros Jason lorsque celui-ci vient dans la région de Colchide pour récupérer la toison d'or. Et en gros elle va l'aider à récupérer la toison d'or qui est détenue par son père et ensuite elle va s'enfuir avec Jason et la toison d'or en fait elle va tuer son propre frère au cours de sa fuite pour alors
c'est un peu spécial, mais pour ralentir son père. Donc en fait, elle va emmener son frère sur le bateau qui lui permet de s'enfuir avec Jason. Donc son frère est mort à ce moment-là, elle l'a déjà tué, et elle va découper son corps en fait et jeter les morceaux du corps de son frère dans la mer pour obliger le bateau de son père à s'arrêter pour les récupérer. Et comme ça ça laisse le temps au bateau de Jason de prendre de l'avance et de s'enfuir. Donc voilà, et ensuite elle va accompagner Jason et son équipage, qui s'appelle les Argonautes, pendant un assez long périple pour fuir son père d'une part et rentrer à Iolcos, qui est la ville d'origine de Jason. Et alors je n'ai pas forcément envie de vous raconter la suite parce que même si le mythe est très connu, finalement si je vous raconte tout, ça va vraiment vous spoiler toute l'histoire, donc ça n'a pas trop d'intérêt. Mais il va ensuite leur arriver un certain nombre de choses et ça va se terminer tragiquement. Voilà, puisque Médée est notamment connue pour avoir tué ses enfants suite à la trahison de Jason. Donc je vous dis pas en quoi cette trahison consiste, mais en gros ça va mal se passer quoi. Donc j'ai vraiment adoré cette lecture, comme je vous le disais, malgré le style un petit peu difficile, parce que justement, même s'il était difficile à lire, j'ai trouvé que le style était vraiment très beau et que l'auteur arrivait à transmettre des émotions vraiment subtiles qui, à mon sens, n'étaient pas du tout faciles à retranscrire. Et lui, je trouve qu'il a réussi à le faire d'une très belle manière en fait. Il a réussi à trouver des images, des façons de transcrire certains sentiments, des sentiments vraiment profonds de l'héroïne avec beaucoup de justesse. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc c'est raconté du point de vue de Médée, donc c'est à la troisième personne, mais on est vraiment dans ses pensées, on sait tout ce qu'elle ressent, etc. Et c'est un personnage qui m'a énormément plu, c'est pour ça que ça a été un coup de cœur, c'est grâce au personnage de Médée que j'ai adoré, qui est un personnage très complexe, très sombre, donc qui peut se montrer hyper violente à certains moments, mais qui en même temps n'est pas juste complètement... qui n'est pas malfaisante en fait, elle a des émotions très très sombres en elle, elle est capable de faire beaucoup de mal, mais en même temps c'est quelqu'un de très sensible et qui est aussi capable de faire preuve de beaucoup de douceur, et c'est un personnage hyper ambivalent en fait, qui a vraiment une part d'ombre et une part de lumière, et qui est un petit peu tiraillé entre les deux, qui a souvent des désirs contraires en fait. En même temps elle cherche l'amour, elle a envie d'être aimée, d'avoir une famille, etc. Et en même temps elle est obsédée par le pouvoir, elle veut absolument dominer les hommes, voire même les détruire, et cette soif de pouvoir en fait va un peu la corrompre en fait, et va la mener en quelque sorte à sa perte et à commettre des actes qui vont l'entraîner sur une très mauvaise voie. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette ambivalence en fait du personnage qui a des aspirations contraires et qui essaye de jongler un peu entre les deux. Et j'ai beaucoup aussi aimé le fait que j'ai beaucoup aimé aussi l'aspect hyper mystique si je puis dire, puisque le personnage de Médée est une prêtresse. C'est la prêtresse d'une déesse qui s'appelle Hécate, qui est une déesse très sombre, déesse de la nouvelle lune, qui est aussi la déesse des cauchemars, des terreurs nocturnes et des morts. Donc qui peut être à la fois bienfaisante et malfaisante, un petit peu comme Médée finalement. Et les passages où Médée invoque Hécate sont hyper intenses. Et il y a notamment une scène où elle fait un rituel en fait, elle est avec les Argonautes et elle fait un rituel pour invoquer la déesse Hécate, et c'est un truc totalement incroyable avec des histoires, enfin j'ai pas trop envie de vous en dire, mais c'est vraiment un rituel de malade. Voilà. Et ouais, tous ces passages là sont décrits avec une intensité vraiment de fou, et en fait c'est ces scènes là qui permettent aussi de rythmer le roman, puisque je vous cache pas qu'il y avait des moments où l'intrigue traînait un petit peu en longueur quand même, puisque entre le moment où ils s'enfuient de la terre de Colchide et le moment où ils arrivent à Iolcos, il y a donc tout le passage où ils sont sur le bateau dans leur longue traversée en mer, et c'était vraiment une très très longue traversée. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où je me suis demandé si ce bateau allait finir par arriver à son objectif un jour, ou si tout le roman allait se passer sur la mer, parce que j'avais l'impression que le voyage allait jamais se terminer. Et il y avait des moments où il se passait plus forcément grand chose. Donc je ne sais pas si c'était un effet voulu de l'auteur, je pense que oui, qui a voulu vraiment retransmettre la longueur extrême de ce voyage qui était très pénible en fait en vérité pour les personnages. Et peut-être qu'il a voulu rendre aussi ça un peu pénible pour le lecteur, pour lui faire ressentir ce qu'éprouvaient les personnages. Bon, je ne sais pas, hein, là je pars dans une théorie, voilà.
Mais heureusement qu'il y avait quelques scènes hyper intenses pour rythmer un peu ça, parce que sinon ça aurait vraiment été long quand même. Et ensuite, à partir du moment où le bateau touche terre et où les aventures entre guillemets de Médée continuent, là il y avait moins de longueur. Il y avait beaucoup plus d'action, énormément de violence à certains moments. D'ailleurs, c'est un livre que je ne conseillerais pas forcément aux personnes trop sensibles, puisqu'il y a certaines scènes qui sont quand même assez sanglantes, avec des descriptions vraiment un peu gore par moment. Donc c'est pas non plus un roman d'horreur, mais il y a certains passages qui sont un petit peu hard. Et, et voilà, je pense que je pourrais parler de ce livre pendant très longtemps parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 1000 ans, donc je terminerai simplement en vous disant que pour moi ça a été un coup de cœur. Donc comme je le disais, un livre pas facile à lire, faut le lire à un moment où on a vraiment le temps de se plonger dedans, d'être concentré, faut être prêt pour cette lecture en fait, faut le lire au bon moment, mais en tout cas il vaut vraiment le détour et je vous le conseille surtout pour l'héroïne qui est pour moi un des meilleurs personnages féminins que j'ai vu dans la littérature jusqu'à maintenant, je pense. Voilà, donc parallèlement à ça, j'ai lu un livre que je vous avais déjà présenté, je crois, une fois il y a super longtemps, que je lisais dans le cadre du master, puisque je travaille toujours sur mon projet d'exposition sur le monde végétal avec le Muséum de Paris. Et donc j'ai enfin terminé ma lecture de Plaidoyer pour l'arbre de Francis Allais. C'est un livre que j'avais commencé il y a plusieurs mois, mais que j'avais un peu la flemme de lire pour tout vous dire, donc je l'avais mis en pause pendant assez longtemps, et là je l'ai enfin terminé. Donc c'est un essai scientifique sur le thème de l'arbre, comme on peut s'en douter, et Francis Allais, qui est un botaniste français très connu, notamment spécialiste de la flore tropicale, va nous parler de plein de trucs en rapport avec l'arbre, donc des aspects scientifiques sur sa structure, sa croissance, qu'est-ce qu'un arbre, etc. Et des aspects aussi plutôt d'ethnobotanique avec la symbolique de l'arbre dans les différentes sociétés, son utilisation, que ce soit dans les sociétés occidentales ou dans les sociétés d'autres continents, etc. Enfin, d'autres continents, orientales ou africaines, enfin bref, voilà. Donc c'est très complet. Ça m'a pris beaucoup de temps pour le lire parce qu'en fait il y a notamment je dirais la première moitié, voire même les 2 tiers du livre sont assez techniques. Il y a vraiment des passages où il y a beaucoup de termes techniques. Je pense qu'il faut avoir quelques notions en biologie quand même déjà pour vraiment bien comprendre. Alors même s'il y a il y a un petit glossaire à la fin avec les définitions des termes, mais je pense que ça doit être une lecture quand même un peu ardue si on n'a jamais étudié le sujet. Donc pas forcément celui que je recommanderais pour une première lecture sur le thème des arbres, mais il est vraiment très riche d'informations. Il est assez agréable à lire parce que Francis Allais a un style d'écriture fluide et il raconte beaucoup d'anecdotes, il fait aussi des petits traits d'humour, etc. Mais c'est vrai que c'était très dense, très long. J'ai beaucoup apprécié les passages liés à l'ethnobotanique, donc sur la symbolique et l'utilisation des arbres dans les différentes sociétés. Il y avait un côté historique qui arrivait à ce moment-là, que j'ai trouvé vraiment intéressant, puisque ça faisait un peu comme s'il nous racontait une histoire, et ça changeait des chapitres précédents où c'était vraiment hyper technique. Donc voilà, je ne vais pas forcément m'étendre plus sur le sujet. C'est un livre qui plaira beaucoup, je pense, vraiment aux passionnés de botanique qui ont envie d'en savoir plus, de découvrir des choses assez précises, mais pas forcément, comme je le disais, le premier livre à lire si on veut découvrir le thème, puisqu'il est par moments un petit peu ardu, un petit peu long à lire, quoi. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre essai, toujours dans le cadre du master, mais sur un autre projet, puisque je dois faire un projet d'exposition, en fait, une sorte de mini-exposition et le choix du thème était libre, et j'ai décidé de prendre un thème, alors qui n'a aucun rapport avec mon stage au jardin botanique, mais en fait, c'était pas obligé que le thème ait un rapport, donc du coup, j'ai choisi quelque chose où je savais que ça allait vraiment me plaire et que ça allait pas m'ennuyer au bout de 2 semaines. Et j'ai choisi de faire ma mini-exposition sur les tueuses en série. Et du coup, j'ai acheté ce livre, Femmes serial killer. Donc le sous-titre c'est Pourquoi les femmes tuent. Et c'est de Peter Wronski aux éditions Point, dans la collection Crime. Alors cette couverture fait un peu peur. Franchement, ils ont choisi la photo, la pire photo, je pense. Donc voilà. Comme le titre l'indique, c'est un essai sur les femmes tueuses en série qui va
nous expliquer à travers beaucoup d'anecdotes et un petit peu de théorie au début, qu'est-ce qui motive les femmes tueuses en série, en quoi est-ce qu'elles sont différentes ou pas des hommes tueurs en série. Et l'auteur va aussi beaucoup se pencher sur le fait qu'on connaît assez peu les femmes tueuses en série par rapport aux hommes, puisque on a l'impression parfois même que les femmes tueuses en série, ça existe quasiment pas, alors qu'en fait il y en a plus qu'on le pense, mais elles sont moins connues parce qu'elles sont souvent plus discrètes et la plupart agissent de façon beaucoup moins spectaculaire que les hommes en fait. Et donc l'auteur va décrypter un peu de long en large ce phénomène de société, si on peut dire. Donc c'est à la fois un essai sur la société et un essai de psychologie, donc de criminologie, psychologie du meurtre, etc. Et c'était très intéressant, ça se lisait très vite parce que le style était vraiment fluide et il y avait beaucoup d'anecdotes. Donc il y a une partie un peu théorique au début, un peu générale, et ensuite il va parler de plusieurs cas de femmes tueuses en série qui ont été identifiées, et il va un petit peu décrypter leur enfance lorsqu'il a des informations sur ça, et puis essayer d'expliquer pourquoi apparemment elles sont été amenées à commettre leurs différents meurtres, puisque bon, il n'y a pas forcément de certitude à chaque fois. Et donc ça se lisait très vite. Après, j'ai eu parfois quelques doutes sur les sources de l'auteur, parce qu'il s'appuie parfois sur des sources qui ont été pas mal décriées ou dont la justesse a été remise en doute par d'autres écrits sur le sujet. Donc du coup, voilà. Mais c'est un bon livre introductif, en tout cas au sujet, parce qu'il se lit vraiment bien. C'est pas un essai hyper technique, hyper ardu, un peu long, quoi. Ça se lit vraiment bien, même si on ne connaît pas forcément grand-chose au sujet. Et bah voilà, c'était une bonne introduction, sachant que ça fait un moment que je m'intéresse pas mal aux tueurs en série, mais que finalement je savais à peu près rien sur les tueuses en série, et donc c'était intéressant de découvrir ça. Et juste, je rajoute qu'il n'y a pas de description absolument horrible, donc ça reste assez accessible à un large public. Il y a quelques passages un petit peu difficiles forcément, vu que le sujet veut que... Voilà. Mais l'auteur n'est pas tombé dans le piège de la description morbide qui sert un peu à rien, quoi. Oh mon dieu, 22 minutes, je vais essayer de finir très vite. Il me reste 2 choses à vous présenter. Donc tout d'abord, j'ai quasiment fini de lire le magazine des animaux et des hommes de Historia. Il me reste, je crois, 3 ou 4 articles à lire. Donc, alors, c'est un magazine qui est intéressant puisqu'il nous présente un large panel de différents animaux et de leur histoire commune avec l'homme. Donc aussi bien des animaux assez emblématiques comme le cheval, le lion, l'ours, des choses comme ça, que des animaux finalement un peu plus entre guillemets insignifiants comme le rat, la mouche, le ragondin, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi, la dinde aussi. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal, qui nous parle pas seulement des grands animaux hyper connus, mais qui s'intéresse aussi à des animaux un petit peu plus ordinaires finalement. J'ai trouvé ça vraiment bien. Par contre, je vous avoue qu'il y a quand même un assez gros problème dans ce magazine, c'est que tous les articles ont été écrits soit par des historiens, soit par des philosophes, il y a une égyptologue aussi à un moment, je crois. Enfin, ça a été écrit par des gens, exclusivement par des gens du milieu littéraire. Et alors, je n'ai rien contre les gens du milieu littéraire, il n'y a pas de problème, mais sauf que du coup, il y a parfois de très grosses erreurs scientifiques, mais vraiment des erreurs énormes qui n'auraient pas pu passer si un biologiste ou un zoologiste ou même un naturaliste un peu éclairé avait relu les textes. Parce que par exemple, on nous sort que le lapin est un rongeur, alors que non. Et puis il y a un truc à un moment qui m'a quand même un peu tuée, c'est qu'à un moment on nous met une couverture pour nous présenter le thème des Big Five. Donc les Big Five, ce sont les 5 animaux d'Afrique qui sont le plus prisés autrefois, enfin même non, toujours aujourd'hui par les chasseurs, mais aussi par les touristes. Donc il y a l'éléphant, le lion, tout ça. Et on nous met... Oh, je trouve plus la page. Voilà. On nous met en gros une petite couverture pour nous annoncer le thème. Alors elle est très sombre. Mais voilà, en gros, on nous met les silhouettes des 5 animaux en fait. Donc là par exemple, on voit le lion, la grosse masse noire, là c'est l'éléphant. Ici on a le rhinocéros. Et donc on a un petit texte ici pour nous expliquer que voilà, il y a le lion... le buffle, l'éléphant, le léopard et le rhinocéros.
sauf que là on nous met un dessin qui est censé être le buffle, mais sauf que je sais pas si on va voir parce que l'image est vraiment très sombre. Voilà, on nous met ici une silhouette qui est censée représenter le buffle, sauf que bon, je sais pas si on voit, mais en gros c'est la silhouette d'un bison. Et alors franchement, pour confondre un bison avec un buffle, mais il faut vraiment y aller quoi, parce que c'est pas du tout le même animal. Il n'y a pas de bison en Afrique déjà de base. Et puis un bison, ça ressemble pas du tout à un buffle. Et alors franchement, au début, j'ai cru que c'était moi qui avait pas compris quelque chose ou qui hallucinait. Donc je l'ai montré, je l'avais amené au bureau et je l'avais montré à la stagiaire qui était en face de moi. Et je lui avais dit, mais c'est moi ou ils sont vraiment bourrés. Et non, elle aussi, elle était assez hallucinée. Donc oui, ils ont mis un bison au lieu de mettre une image de buffle. Et enfin, faut vraiment pas avoir relu son travail pour faire une erreur aussi énorme. Enfin, ça me semble quand même assez aberrant. Et, pardon, je m'étouffe tellement ça me choque. Non, mais bon, en soi, ça n'empêche pas de lire le magazine, mais c'est quand même assez grave de faire des erreurs aussi grosses dans un magazine qui est censé être assez reconnu, assez sérieux. Et puis, je pense que c'est parce que probablement les épreuves du magazine n'ont pas été relues par un biologiste, et c'est dommage parce que le contenu est intéressant, mais vraiment, il y a quand même deux trois grosses conneries, il faut bien le dire, d'un point de vue scientifique. J'étais aussi assez déçue par l'article qui est consacré au loup, puisque le loup est vraiment présenté comme un animal nuisible. Alors certes, ça nous parle de l'histoire des animaux et des hommes, et le loup, dans l'histoire, a été considéré comme un nuisible, donc c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus. Mais il n'y a pas de... ils n'ont pas montré l'autre aspect en fait, ils n'ont pas montré que le loup finalement est très important pour les écosystèmes et que c'est pas la bête immonde qu'on a longtemps cru que c'était. L'article ne fait qu'énumérer une suite de faits divers d'attaques de loups qui auraient lieu pendant le Moyen-Âge. Et c'est tout en fait. Et le loup est vraiment limite diabolisé dans cet article, et l'auteur de l'article n'a pas du tout cherché à modifier un peu cette image, et il a continué à foncer dans le préjugé. Alors je sais pas si c'était voulu ou pas, mais j'ai trouvé que c'était vraiment dommage parce que sur les loups, il y a quand même tellement plus à dire qu'ils ont attaqué des gens et ils les ont mangés quoi. Enfin, surtout qu'il y a une problématique quand même assez actuelle par rapport à cet animal, et l'auteur a pas trop développé là-dessus quoi. Donc voilà, c'est un magazine où il y avait quelques articles vraiment intéressants où j'ai appris des choses, mais il y avait aussi quand même des choses qui m'ont beaucoup gênée. Et donc quand j'aurai fini ça, je vais lire Les Rois Maudits, tome 4, La Loi des Mâles, qui est dans ma palle depuis un petit moment. Donc je vais reprendre cette série que j'avais un peu mis en pause pour lire d'autres choses. Et quand j'aurai lu ça, je lirai Les Bienveillantes de Jonathan Little, mais je vous en reparlerai plus tard parce que là, cette vidéo fait 27 minutes. Je suis vraiment désolée, c'était très très long, j'aurais dû la tourner avant. Donc je ne m'étends pas plus, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais vous mettre en couverture de cette vidéo, enfin en vignette, la couverture des Fauves 3 qui va sortir le 3 juin. Donc je vous tiens au courant sur Facebook par rapport à ça. Il y aura des séances de dédicaces à Nancy et à Paris. Et voilà, en attendant, je vous dis à bientôt. Salut!